Bonjour à tous. Merci de venir assister à cet atelier sur les stations-gares et les pôles d'échange. Je me présente rapidement, je suis Yoka Minagai, j'ai travaillé toute ma carrière à la RATP. J'ai notamment développé la fonction management du design et à ce titre-là, je me suis occupé beaucoup des signes, des objets et des pôles d'échange. J'ai eu la chance pendant les 3 dernières années de ma carrière, puis je suis en retraite depuis fin 2023, d'avoir été appuyé par une chercheuse qui va présenter sa thèse cette année, qui a travaillé sur les pôles d'échange comme objets gouvernés. Est-ce que la gouvernance a un effet sur la qualité produite? Bon, à ce titre-là, Jean-Claude Degan m'a demandé d'être à la fois d'animer et d'apporter des éléments de cadrage, je vais le faire. Et je vais présenter au fur et à mesure les collègues qui ont préparé avec moi cette table ronde en espérant qu'elle vous permettra d'emporter des façons de fabriquer une vision, également de la méthode pour ceux qui ont à porter des projets de ce type-là. Donc, je voudrais commencer par cette image-là. Oups, c'est pas la bonne. Pour ceux qui sont venus, parce que je suis un peu parisien, pour ceux qui sont venus de Paris, ils ont fait un trajet et ils se sont préparés par un site. Donc, vous voyez ici la feuille de route qu'on a sur Apple Plan. Et vous remarquerez sur toutes les feuilles de route, les lignes sont précises, elles sont explicites, mais les points, vous les découvrez sur place. Vous devez improviser votre cheminement dans une gare lorsque vous y êtes. Alors que dans un moyen de transport, vous vous asseyez et puis ça marche normalement. Bon, il y a un petit piège, c'est un clin d'œil pour les gens de Genève. Le L2 est souvent écrit RL2. Donc, je crois que c'est pas stable encore. Mais vous savez, à Paris, avant que ça s'appelle RER, ça s'appelait métro régional, ça s'appelait réseau express régional, ça a mis 10 ans. En tout cas, l'information assure de la continuité intermodale, c'est très important. Et dans le cas du Grand Genève, cette intermodalité, elle est assurée, certes, par des lignes, comme vous le voyez ici, ce sont les deux plans là aux 2 échelles, mais également par tout un tas d'autres éléments comme le cadencement, le dessin du réseau même, la tarification. Mais aujourd'hui, on s'occupe des pôles d'échange. C'est une des composantes de l'intermodalité. L'intermodalité ne se réduit pas aux pôles d'échange et il ne faut pas confondre les pôles d'échange avec l'intermodalité. Vous voyez, c'est 2 niveaux différents. Par exemple, à Genève-Cornavin, bon, qui est le plus gros pôle de la région d'ici, vous avez des plans, celui des TPG à droite, celui des CFF à gauche. Ils ne représentent pas l'objet de la même façon. Ça, c'est pas très grave, mais surtout, ils ne montrent pas les mêmes objets de transport. Ils ne sont pas explicites de la même façon sur les lignes qui composent le réseau. Donc ça veut dire que le voyageur, il doit jongler avec ça. Pourtant, il se trouve que tous ces éléments existent avec un énorme effort qui a été fait depuis 30 ans en matière d'études. Les conférences, les centres de recherche, les chercheurs sont très nombreux à avoir étudié les pôles d'échange. Le CEREMA, notamment en France, par Cyprien Richer, a beaucoup travaillé. L'UITP n'est pas en reste avec de nombreuses publications faites par les différents comités. Je souligne qu'il n'y a pas de comité en charge des stations ou des gares, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été publiées, je vous en parlais juste après. Et l'Union européenne aussi, à un niveau continental, s'est beaucoup intéressée au pôle d'échange avec le vocabulaire suivant. Vous connaissez peut-être le TEN-T, le réseau transeuropéen de transport. Il a été réactualisé l'année dernière en 2024 avec 9 corridors basés sur 424 nœuds urbains. Un nœud urbain, c'est une ville, et donc un nœud urbain contient plusieurs hubs urbains.
Donc, il y a un fléchage demandé par l'Union européenne vers l'amélioration de ces éléments-là. Et puis, je ne veux pas oublier, bien sûr, certaines régions, certains pays qui ont amplifié l'effort de planification, comme les Pays-Bas ou la Suisse. Vous voyez ces documents, ils sont sur le web. Ou l'Île-de-France qui a publié autour d'Île-de-France Mobilité de la Société du Grand Paris des choses. La littérature est abondante, abondante sur les pôles d'échange. Mais il y a eu un épisode de complexification qui s'est fait depuis une dizaine d'années, qu'on va pas, c'est pas qui nous arrange, ou qui nous dérange, mais c'est un fait. C'est l'arrivée du monde de la micromobilité, le premier et le dernier kilomètre, avec tout un tas d'acteurs nouveaux qui sont venus enrichir l'offre. Et ce schéma vient d'un document de l'UITP, justement du Comité sur la mobilité partagée, qui insiste sur le fait qu'un hub, un pôle, c'est à la fois un lieu de transfert entre modes et un lieu d'accès. Et donc, on a aujourd'hui des hubs de taille très différente entre les macro-hubs, qui sont les pôles d'échange multimodaux, et les micro-hubs, qui sont peut-être simplement des garages à trottinettes le long d'un trottoir. Ça a le même nom. Et je vous assure, autour de vous, vous découvrez peut-être que ce mot est utilisé de deux façons différentes, mais autour de vous, vous trouverez beaucoup de gens qui confondent les deux ou qui prennent l'un pour l'autre. Donc maintenant, vous savez, à chaque fois, vous pouvez leur dire de quel hub tu parles, du gros ou du petit. Et après, la discussion sera plus claire. L'enjeu, c'est de faire cohabiter tout ça dans un même espace et pour que ça fonctionne. Alors, pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'on en prenne conscience. J'ai remarqué dans les prises de parole qui ont précédé que certains étaient extrêmement explicites sur les pôles d'échange, d'autres les ont... c'est pas qu'ils les ont ignorés, ils n'en ont pas parlé. Or, quand quelque chose est implicite, ça devient secondaire et ça vient après. Traiter des pôles après est presque un gage d'échec. Parce que les politiques de mobilité, vous les verrez souvent basées sur les dessertes, sur les lignes. Là, vous avez entendu parler de beaucoup de dessertes, de renfort d'offres. Quand on parle de choc d'offres, je pense que c'est sur plutôt la fréquence des lignes, sur l'énergétique, sur l'énergie, bien sûr, dans les grands réseaux, sur l'automatisation, également sur l'autonomie. Ça fait beaucoup parler. Les médias reprennent les choses. Et puis sur le digital, pour tout le monde, avec des applis pour tous. Enfin, notre vie est devenue digitale. Et pendant ce temps-là, le voyageur, lui, il se débrouille dans des lieux, des espaces, des pôles où c'est lui qui coproduit le service qu'il attend. Il marche, il monte, il descend, il attend, il se fait suer, il a perdu ses compagnons, il veut les retrouver. Tout ça, c'est lui qui le fait. Et c'est vraiment... on voit que le voyageur piéton est au centre de cette réflexion. Ce qui est terrible, c'est que même la notion initiale de correspondance est peut-être en cause. Alors tout à l'heure, on parlait quelque chose qui m'a vraiment frappé, le Thonon-Genève via Annemasse, avec quelqu'un qui vient plutôt en voiture à Annemasse plutôt que de prendre l'ex à Thonon. Ça m'a fait penser à Bruxelles, Bordeaux. Si vous voulez prendre le train, vous devez vous payer Gare du Nord et Gare Montparnasse. Donc vous prenez l'avion et vous consommez beaucoup de carbone. On le comprend. Hein. Donc le concept même de correspondance est parfois rebutant. Ensuite, alors ça je m'amuse parce que c'est mon côté un peu japonais, je vous montre le plan du pôle de Shibuya. Donc il est utilisé par les Japonais, ils savent le lire. Mais bon, c'est pour illustrer le fait qu'un pôle doit offrir de la lisibilité, de la compréhension, une topologie instinctive, etc., etc. Et également offrir ce qu'on appelle du transport vertical, qui regroupe toute la mécanisation. Ce transport vertical, c'est un mot introduit par Koné, l'ascensoriste,
comme slogan? Eh bien, c'est devenu un nom commun à l'UITP. On parle de transport vertical maintenant. L'accessibilité qui est essentielle, qui est obligatoire, qui est légale, tellement difficile à introduire dans les réseaux existants. Et il y a l'information voyageur qu'on appelle maintenant avec le doux mot de wayfinding. Je ne suis pas un amoureux des mots anglais, mais je ne vais pas trouver en français le mot wayfinding aussi puissant. Mais si vous ne findez pas votre way dans un pôle d'échange, ben c'est un obstacle. Et ce qui est incroyable, c'est que le terme que le monde du transport utilisait depuis toujours de rupture de charge devient réalité. C'était comme si le mot professionnel était prémonitoire de ce qui allait se passer s'il n'y avait pas de continuité pour le voyageur qui n'arrive pas à traverser un pôle d'échange. Et je termine avec, si tout ça, ça marche, il y a les services à apporter dans un lieu qui sont très intéressants, très importants, apportent de la valeur, apportent de l'animation. Bon, alors, avec la chercheuse qui était avec moi, on a repris les études du CEREMA et on a vu, là c'est illustré avec des pôles d'Île-de-France, des pôles de banlieue, des pôles suburbains, où l'articulation entre le bus et le réseau ferroviaire est très importante. 4 cas, et vous allez voir les mots qui sont importants. Dans le cas de Bibliothèque François Mitterrand, où on a un métro RER qui est très bien coordonné, les bus, c'est du n'importe quoi. Ils sont éparpillés dans la ville. On appelle ça un hub de facto. À La Défense, c'est un hub intégré. Dans les années 70, comme s'ils étaient visionnaires, ils ont fabriqué un espace souterrain sur lequel tout s'est raccordé. Entre les deux, le hub juxtaposé, où on voit bien que le bus et le ferroviaire cohabitent l'un à côté de l'autre, de façon assez lisible, et les hubs coordonnés, où on a rajouté soit un passage souterrain, soit un passage supérieur pour relier les différents espaces. Eh bien, regardez ce schéma. Le hub traduit l'effort demandé au client. À droite, c'est l'infrastructure qui prend en charge l'intermodalité. À gauche, c'est le voyageur qui prend en charge l'intermodalité. Et je m'amuse toujours à dire qu'il ne faut pas confondre... que les colis sont quasiment ont plus de chance, puis ils ont un QR code. Donc le colis, s'il avait une âme, il sait par où il va sortir. Le voyageur, c'est son cerveau qui travaille. Donc l'effort de l'utilisateur, de l'individu, pour traverser un Lyon-Pardieu, je vous regarde, ou un Châtelet-Léal, ou un Bruxelles-Midi, ou un Berlin-Hauptbahnhof, eh bien, il est assez fort, surtout pour les non-habitués. Alors, pour ça, les pôles d'échange sont constitués progressivement par juxtaposition à un réseau qui a été créé au XIXe siècle, on en a rajouté un autre au XXe, puis un, etc. Donc, la correspondance transport, c'est quelque chose qui a toujours été comprise, imaginée, plus ou moins bien planifiée. En même temps, les espaces publics ont été calibrés avec des formes plus ou moins bonnes. Il ne faut pas oublier que dans ce groupement de fonctions qui a lieu dans les grandes stations, les pôles d'échange, il y a des sites de production, c'est-à-dire des locaux techniques, des locaux d'exploitation. Et les praticiens savent que parfois, ce sont ces lieux de production qui sont les cailloux dans la chaussure quand il faut modifier la configuration d'un lieu. Donc ça, c'est la fonction connexion transport. Ensuite, il y a la fonction de valeur urbaine. J'utilise encore un mot anglais de placemaking urbain. Je n'ai pas trouvé de mot français pour placemaking. C'est encore quelque chose, création de destination. On peut utiliser ça comme ça, mais c'est vraiment très intéressant. Le pôle est un objet architectural qui a une image dans la ville. Regardez les gares routières allemandes. Elles sont toutes assez flamboyantes dans les centres-villes. Elles sont à l'image de chacune des villes. Et puis, en plus, ce sont des repères. On dit « je change à Pardieu, je change à Cornavin ». Ça rentre dans le langage. Et puis, évidemment, c'est un lieu de service. Donc, ce découpage en 6 grandes catégories de fonctions est dû à Georges Amar, qui était chef du projet de la Défense à la RATP il y a 30 ans. Et depuis, je n'ai jamais mis en défaut ce tableau. Alors moi, je rajoute quelque chose qui est en écho un peu à ce qui a été dit jusqu'à maintenant.
il y a, si vous prenez le pôle comme un asset, un bien, vous le construisez, vous le réparez. Pour ça, vous êtes en mode projet. Vous avez un panel de financeurs qui crée un comité de pilotage, qui le gouverne et qui crée en un temps donné qui va d'un état A à un état B. Bon, ok, un projet, ça dure quelques années. L'existence, le fonctionnement, ça dure quelques décennies. Est-ce qu'on pense à ce qui se passe après? Est-ce que vous ne pensez pas que le terme de gouvernance qui a été utilisé tout le temps ce matin est vraiment utilisé à l'échelle d'un pôle, alors qu'un aéroport ou un port, ça existe? Mais est-ce que sur un lieu complexe qui est un terminus de Serme, il y a une organisation ad hoc entre l'entreprise de transport, l'autorité locale, la commune, peut-être le gestionnaire de parking, qui gère ça au quotidien? Est-ce qu'il y a des principes d'organisation comme simplement un rapprochement informel des gens qui se connaissent? Moi, j'ai vu des lieux où les gens ne se connaissaient pas. Comment voulez-vous qu'ils traitent le voyageur ensemble s'ils ne se connaissent pas? Bon. Et puis, cette culture de la coopération intermodale, est-ce qu'elle est stimulée? Est-ce qu'il y a, pire, est-ce qu'il y a dans les contrats des AOM vers les opérateurs des KPI d'intermodalité? C'est pas sûr. Donc un opérateur va dire « Ah ben on ne me demande pas de le faire, je ne le fais pas. Parce que je gagne l'argent ailleurs. » quoi. Bon, alors garantir une intermodalité durable, ça c'est une belle phrase de politique. Elle n'est possible que s'il y a une compétence qui est mobilisée, et les compétences sur l'intermodalité ne tombent pas du ciel. Elles ne sont pas natives. Il faut les planifier, il faut les décider. Alors, pour commencer, il y a, alors, je vous ai dit que j'étais responsable du design à la RATP, il y a la méthode de design de service, le wayfinding design. Là, vous avez une cartographie d'expérience client. Et ce qui est proposable, c'est de les fabriquer en choisissant le bon périmètre, pas seulement réduit au transport, mais en rentrant un peu la ville dedans, en appliquant les bonnes grilles d'analyse, pas que le cheminement, mais également l'agrément et autre chose. Faire les parcours ensemble, faire du team building avec des gens qui s'autorisent à critiquer l'espace du voisin, parce que sinon c'est « Ah, moi, c'est chez moi, il n'y a que moi qui... » Non, ça c'est impossible, ça ne peut pas marcher. Je crois que c'est ça qu'on a entendu plusieurs fois, mais à un autre niveau, celui des Sermes lui-même, et pour établir ce genre de cartographie et produire en urgence des plans des réparations, pas trop cher, quelques centaines de milliers d'euros peut-être, et puis des projets d'investissement de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, pour arranger les espaces et faire de telle sorte qu'ils deviennent adaptés au changement. Des exemples qui vont vous être montrés montrent que les acteurs vont directement, souvent, sur cette étape-là. Alors je termine en disant que, pour moi, les pôles d'échange, c'est une sorte d'opportunité. Changer, transformer la correspondance en atout pour un Serme, ça me semble assez intéressant, pour qu'on dise, là c'est l'illustration de Saint-Brieuc, chic, je change à Saint-Brieuc, et pas dire, mince, je dois changer à Saint-Brieuc. Voilà. Et c'est des objets de service prioritaires. Quand on parle de choc d'offres, pourquoi ne pas parler de choc d'offres qualitatif sur le pôle d'échange lui-même? Tous les lieux sont différents, il faut qu'ils soient documentés, il faut qu'ils s'alimentent de l'immense littérature qui existe déjà, mais il ne faut pas réinventer la poudre, les méthodes existent déjà. Il faut et surtout élargir le projet au-delà du transport, de la connexion transport elle-même, agir en collectif dès l'amont. Évidemment, il faut un leadership, parce que tout le monde est leader, ça ne marche pas, mais il faut que le leadership, celui qui va être leader, soit un leadership partenaire, j'allais dire un leadership camarade, pour s'occuper aussi du voisin, entraîner les gens qui ont moins de connaissances. Et puis, construire les gouvernances pour le projet et pour la durée, pour les décennies qui suivront, avec, et ça c'est ma petite conclusion, c'est d'amorcer l'approche par le design de service pour construire une vision commune. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire le sujet. Je vais passer maintenant la parole à Emmanuel Fankhauser,
qui est responsable du développement de... Alors, je manœuvre moi-même ici. Ah, c'était la dernière. Voilà. Responsable du développement au TPG, donc l'acteur local qui va vous expliquer comment est-ce que les TPG se sont adaptés profondément à l'intermodalité. Voilà, bonsoir, Emmanuel Fankhauser. Après ce très beau panorama d'introduction, passons à un exemple concret et local de pôle d'échange et au-delà des pôles d'échange, d'intermodalité entre le rail et les transports publics routiers du Grand Genève. Donc nous parlons de ce qui s'appelait à l'époque le CEVA, qui circule maintenant sous le nom Léman Express, un projet ferroviaire avec une ambition très forte posée dès le départ par les autorités, c'était bâtir l'agglomération ferroviaire dans un territoire, Genève, sur lequel le train ne jouait qu'un rôle de liaison intercity, longue distance, voire internationale, et très peu locale, de par le développement historiquement très faible des infrastructures autour de Genève. Et voilà, que font les TPG finalement dans ce projet? Les TPG, acteurs locaux des transports sur du tram, du trolleybus et du bus. Eh bien, on va le découvrir dans cette présentation, avec ici pour commencer une grande ambition, mais 2 échelles de projet, et on peut même parler de deux projets différents en fait, hein, selon l'acteur concerné, avec le projet, enfin le périmètre local, où on a des projets d'interface autour de 5 nouvelles gares pour le Léman Express, des enjeux d'insertion urbaine, de densification autour des gares, l'enjeu de l'intermodalité, mais plus sur le premier dernier kilomètre, donc principalement piétonnes, cyclistes. Et puis l'échelle régionale, c'est un projet de territoire, le Grand Genève, une agglomération d'1 million d'habitants, multi-opérateurs, TPG, CFF, SNCF et tous les acteurs locaux autour de Genève, avec un enjeu d'intermodalité cette fois globale et notamment interopérateur. L'intégration tarifaire aussi, un gros sujet. Et entre les 2 échelles, il faut essayer de trouver des éléments liants. Comme j'ai dit, ça peut être 2 projets très différents. Les municipalités concernées par les interfaces ne se sentent pas du tout concernées par l'échelle régionale, mais pourtant les 2 échelles doivent se parler, doivent interagir. Et des partenaires comme les TPG peuvent jouer ce rôle de liant, puisque les TPG étaient concernés par les 2 échelles. Donc les TPG sont arrivés assez tard dans le projet. Emmanuel de Beaufort, tout à l'heure, parlait de 1912, la genèse du CEVA, et puis un projet qui a commencé à prendre forme au début des années 2000. Pour les TPG, ça restait quelque chose d'assez éloigné. On a ici sous les yeux un SWOT très simplifié, hein, mais qui indique assez clairement le positionnement des TPG. Acteur incontournable pour la mobilité à Genève, ça c'était notre force. Mais en même temps, une faiblesse, c'est qu'on avait bien d'autres priorités dans l'entreprise, à la même échéance que l'inauguration du Léman Express, avec un nouveau dépôt en construction, avec une extension du tram transfrontalière à Annemasse, potentiellement concurrente du Léman Express. Et puis dans l'opportunité, on voyait le Léman Express aussi comme un accélérateur de nos projets, un accélérateur de la croissance des transports publics, à mettre en regard de la menace, la concurrence, l'intérêt médiatique pris par ce projet, qui allait nous prendre une partie de nos recettes de voyageurs également, donc aussi des craintes assez fortes au sein de l'entreprise. Et donc on a fait tout un travail de positionnement proactif dans l'entreprise et vers l'extérieur pour dire non, le Léman Express n'est pas un concurrent, c'est un partenaire.
il faut mettre en place une culture de la correspondance qui n'existait pas à Genève entre les différents opérateurs, vu que les TPG étaient à peu près seuls au monde. Et puis planifier toute une série de mesures d'accompagnement. Yo a évoqué la question de la gouvernance. Alors, sans aller dans le détail, vous voyez ici l'organigramme du projet. On voit que les TPG sont présents, mais avec des rôles assez secondaires. En tout cas, pas présents dans le cœur du projet, infrastructure, aménagement. Mais notre participation dans cet organigramme, sur des sujets un peu plus annexes, comme la communication, comme les enjeux d'exploitation, nous donnait un potentiel de leadership transversale entre les opérateurs, et c'est là-dessus que nous sommes appuyés pour jouer ce rôle. Donc voilà, on s'est lancé dans l'entreprise en définissant un projet interne de culture de la correspondance qui s'articulait sur trois piliers. En interne, donc fédérer les acteurs, il fallait faire passer le message auprès de nos 2200 collaborateurs, dont une forte population de personnel de conduite, que le Léman Express n'allait pas nous anéantir, n'allait pas nous voler des clients, mais allait plutôt nous en amener. Il fallait développer cette attitude positive. Avec les partenaires externes, les sensibiliser, que le projet impliquait aussi des contraintes, les enjeux d'intermodalité, bus, train, impliquait aussi des changements et des mesures à prendre envers les TPG, et pas que du côté ferroviaire. Et puis, envers le grand public, ben là, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'occuper le terrain, de rester le leader que nous étions, et de promouvoir le Léman Express, de l'utiliser comme levier pour élargir notre base de clients. Il y a eu un très gros travail d'aménagement du réseau. Vous voyez ici la carte en noir, le Léman Express, les lignes ferroviaires. Et puis tous ces petits serpents de couleurs, ce sont des lignes secondaires, régionales, qui existaient partiellement, mais qui, en grande partie, ont dû être modifiées, déviées, pour atteindre les gares et répondre à l'objectif que se sont fixés les autorités suisses, c'est que les 45 communes du canton de Genève devaient avoir une liaison directe sur une gare, alors que 10 municipalités seulement avaient une gare sur leur territoire. Et donc il y a eu un travail pour pouvoir modifier du jour au lendemain 30 lignes avec des nouveaux parcours, des nouveaux horaires, voire des nouvelles lignes, et jouer vraiment cette intermodalité. Donc ça, c'est au niveau régional. Maintenant, au niveau urbain, notre réseau, il n'y avait pas de raison de le restructurer avec le Léman Express, mais quand même d'identifier les opportunités qu'amenait ce nouveau métro de ceinture, en fait. C'est vraiment dans le cœur du Léman Express. Il joue le rôle d'un métro de ceinture pour compléter le réseau tram, trolleybus et bus qui existait déjà. Il y a le défi de la tarification. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a un autre atelier qui en parle. Mais là aussi, entre les autorités d'un côté, les opérateurs de l'autre, gros challenge d'harmoniser tout ce qui existait pour permettre la fluidité tarifaire, donc pour toutes les liaisons possibles, parcours, zones, permettre de voyager qu'un seul titre, d'Annecy à Coppet, ou de Thonon à Bellegarde en passant par Genève. Quand on sait qu'au niveau du tarif, chaque pays, voire même chaque réseau, a ses propres catégories d'âge, ses propres formules d'abonnement hebdomadaire, mensuel, des périodes qui ne sont pas forcément synchronisées, vous imaginez le défi que ça représente. Et puis maintenant, pour venir plus concrètement sur les pôles, Philippe en parlera sur d'autres exemples. Et pour prendre ce qui a été fait à Genève, je vais parler de deux pôles que vous avez peut-être découverts. Lancy-Bachet ici, alors on peut l'identifier comme le symbole du succès de cette nouvelle intermodalité en termes d'aménagement, de proximité entre le tram, le bus et la gare qu'on voit ici au premier plan. Vous voyez aussi sur le plan de réseau cette proximité, des parcours simples qui desservent la gare sans détour.
Et peut-être aussi, quelque part, le symbole ou la victime du succès du Léman Express. Hein. On sait que le Léman Express est aujourd'hui à plus de 50% au-delà des prévisions de fréquentation. Ben, cette gare-là, qui ne devait être qu'une gare secondaire du Léman Express, en est devenue une des principales, avec 10 000 voyageurs par jour en train et plus de 10 000 voyageurs par jour en bus et en tram. Et on voit aujourd'hui que ce qui a été pensé en termes de flux piétons et cyclistes sur l'interface, finalement, ne correspond pas à ce qui avait été imaginé sur les plans. Donc l'importance vraiment de traiter les lignes de désir, les micro-lignes de désir, de manière très soignée, et d'anticiper des évolutions en termes de flux de voyageurs qui peuvent avoir une très forte croissance. Pour reprendre les exemples, on peut parler ici du hub intégré, mais quand même avec des petits points d'amélioration qu'on a pu identifier. Et puis, la gare de Chênebourg, qui, en tout cas du point de vue des transports routiers, a un fonctionnement plus proche du hub de facto. On voit des parcours bus très compliqués qui doivent tourner autour du quartier de la gare sans pouvoir l'accrocher directement. Parce qu'il y a eu ici la difficulté de concilier des intérêts divergents et une décision ou des choix plutôt de mettre en avant l'aspect parvis autour de la gare, des bancs, un espace public végétalisé. Mais quand on sort de la gare, on ne voit pas où sont les bus. Et pourtant, cette gare a vraiment un rôle majeur à jouer dans l'intermodalité avec des lignes régionales qui desservent des communes de l'arrière-pays ou la troisième couronne d'agglomération, plutôt rurale, et qui doivent absolument avoir une liaison attractive sur la gare, puisque c'est un territoire où la voiture est encore plutôt la reine. Les correspondances, évidemment, c'est aussi un enjeu temporel. Alors d'une part, il y a tout le travail sur la planification des horaires. Nos fameuses 30 lignes régionales qu'il a fallu réorganiser du jour au lendemain, il y a eu tout un travail fin pour offrir ces correspondances, identifier dans quel sens les proposer aux clients, comment gérer les avances, les retards en temps réel. Et puis, Yo parlait aussi d'un KPI d'intermodalité. Ben, nous en avons un qui est suivi par notre autorité, le canton. Ça fait partie de notre contrat. Il y a un objectif de qualité de service lié à la correspondance. Et donc, on suit le taux de course en avance ou en retard par rapport à la desserte des gares. Et on voit sur ce graphique qu'on est à peu près à 80%, plutôt au-dessus de la cible fixée, donc assez réjouissant. 80% des courses à l'heure sur du bus urbain soumis aux aléas de la circulation, c'est une performance qui n'est pas si mauvaise que ça. Je précise que la limite est fixée à 3 minutes pour une course à l'heure. L'enjeu des correspondances, c'est aussi l'information. Il y a eu tout un travail fait par les TPG pour des plans de réseau harmonisés qui intègrent l'offre complète, routière et ferroviaire, des nouveaux plans de réseau, des nouveaux plans de connexion pour orienter le voyageur sur les interfaces, des nouveaux écrans qui permettent de diffuser l'information multi-opérateurs, et pas un pour les TPG, un pour les CFF. L'intégration de cette information des correspondances dans les véhicules mêmes, où vous arrivez à une gare en bus, l'écran dans le bus indique les prochains départs des trains. Et évidemment, ça a été décliné aussi sur le site web et sur l'application. Et puis, voilà, nous avons aussi, comme je l'ai dit, dans cette culture de la correspondance, occupé le terrain en matière de communication, utiliser le Léman Express vraiment comme un levier de croissance aussi pour les TPG. Et je pense que c'est assez rare de voir une entreprise de transport urbain faire de la publicité pour un train qui lui est étranger à quelque part. Et donc cette campagne, par exemple, de petits messages WhatsApp sur des grandes affiches posées sur nos trams, mais aussi partout en ville,
a été primé avec un prix au challenge de la journée du transport public. Et voilà, c'est une des campagnes qui a fait que le Léman Express a connu un succès dès sa mise en service. On a aussi évoqué la question de la micromobilité, l'intermodalité au-delà du transport public lui-même. C'est un sujet peut-être qui a été laissé de côté dans la planification du Léman Express, et on s'en est vraiment soucié après, très récemment, hein, ces 2 ou 3 dernières années, où on a commencé à déployer des totems d'information proches des gares pour promouvoir ces offres de multimodalité, notamment les vélos en libre service. Donc il y a tout un projet de multiplication de ce genre d'offres qui est prévu pour les 5 prochaines années. Voilà, et je terminerai avec ce petit clin d'œil à une reconnaissance internationale qui nous a été octroyée par l'UITP dans le cadre des UITP Awards en 2021. Nous avons présenté ce projet de culture de la correspondance et obtenu le premier prix mondial dans la catégorie des transports publics urbains. Merci de votre attention. Merci Emmanuel. Je note l'importance de la prise en compte de l'acteur du transport local, si on peut appeler ça local, hein, dès l'amont de la conception des systèmes multimodaux, pas après comme ajustement. C'est en relation avec, je sais pas, je crois que c'est bleu là-haut. Parce que plus on prend les choses tard, moins on a des chances de réussir. Et souvent, les planificateurs disent par exemple, le bus on verra après quand on fait du ferroviaire. Mais regardez ce qui se passe actuellement dans les critiques monstrueuses que le Grand Paris Express reçoit sur notre ligne 14, avec le fait que certaines stations n'ont pas le rabattement bus. Ben, c'est un problème de planification, ce n'est pas un problème d'infrastructure. Donc, très important. Alors, Philippe, du bureau d'études CITEC, qui est très connu en Suisse et qui a énormément travaillé sur, tu m'as dit, 150 à 200 gares jusqu'à aujourd'hui, va vous montrer, on en a sélectionné 3 en Suisse, et va essayer de vous montrer à plusieurs échelles comment est-ce que on peut vraiment adopter des traits de conception très simples qui permettent d'améliorer directement la vie quotidienne des voyageurs. Ça marche ? Pas encore. Philippe, tu peux peut-être te présenter pour commencer. Alors, donc effectivement, je suis ingénieur transport et urbaniste, et j'ai eu la chance de travailler aussi bien en France, Luxembourg, Belgique, enfin, etc., quoi. Et dans les expériences ou les difficultés que j'ai pu avoir à essayer de faire passer des idées auxquelles je croyais sur l'intermodalité et sur la qualité des gares, en France, eh bien, je me suis dit, il y a peut-être quelques idées à partager ce soir. Et donc, voyez vraiment mon intervention comme, si vous voulez, une source d'inspiration. Et c'est la raison pour laquelle je me suis concentré seulement sur 3 gares. C'est pas du tout dans le bon ordre. C'est pour moi un mystère. Bref. Je voulais commencer par une toute petite gare. Vraiment l'espèce de genre de halte ferroviaire qu'on a tendance à complètement snobber, qui est vraiment hyper périphérique. Donc Teuris-Hausdorf, c'est dans la région bernoise. Oui, il manque pas mal de choses, donc je vois que c'est pas la dernière version, mais c'est pas grave. Je complète. Sur cette petite halte, il y a 1100 habitants, mais il y a 1400 voyageurs jour sur cette halte.
Et en fait, j'aime beaucoup cette image. Elle a déjà à peu près 25 ans. Elle date de l'époque où on travaillait sur les projets de tram-train alsacien. Et j'essayais d'expliquer comment on pourrait faire un accès simple au tram-train alsacien. Et j'avais toutes les peines à me faire comprendre. Et finalement, les gens de SNCF Alsace ont accepté de venir faire une visite d'un certain nombre de gares en Suisse. Et on a pris 2 jours pour faire cette visite. Et évidemment, et ça c'est toujours très très important de faire ces moments, la première journée, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens de SNCF n'arrêtaient pas de dire « Ah non, non, mais ça, c'est pas possible. On a le règlement ceci, on a le règlement cela, donc impossible, impossible. » Et puis le soir, on discute de ces choses, un peu d'alcool, tout d'un coup, ça détend. Et le lendemain, tout d'un coup, l'état d'esprit était complètement différent. Je disais « Mais c'est quand même pas mal. Comment est-ce qu'on pourrait adapter pour aller dans ce genre de qualité ?» Donc pour moi, c'était vraiment objectif atteint du point de vue de la mobilisation. Qu'est-ce qui est bien dans une image comme celle-ci ? Voyez, les gens arrivent en bus. Pour passer du bus au train, ils marchent 5 mètres, quoi. On est dans du quai à quai parfait, quoi. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. On fait l'un à l'autre, c'est d'une transparence totale. Et ça, c'était un élément qui a beaucoup frappé l'équipe SNCF Alsace. Vous avez le bus qui est ici en terminus. Donc, ça veut dire qu'on est dans une logique de point de correspondance. Le bus arrive, les voyageurs descendent, le train arrive, les voyageurs du bus montent dans le train, ceux du train descendent et reprennent le bus. Voilà, enfin, archi classique, correspondance archi classique. 3 voitures au fond, c'est le P+R. Quelques vélos qu'on a de la peine à voir entre deux, c'est aussi simplement l'accessibilité vélo. Juste cette carte pour vous positionner un peu où est-ce que ça se situe. Qu'est-ce qui a changé depuis en 25 ans ? Eh bien, 2 choses. D'une part, la fréquence des trains a augmenté. Là, on est à 2 lignes à 30 minutes, qui sont à un quart d'heure de Berne. Je voulais aussi insister beaucoup avec cette image pour montrer comment, de manière hyper simple, on peut améliorer l'accessibilité aux gares. Vous voyez, au bout des quais, un bête cheminement presque informel qui permet aux gens qui viennent des quartiers voisins d'arriver au plus court sur le quai. Donc ce genre de détail, ça paraît ridicule, mais ça fait vite gagner 300 mètres ou 200 mètres de marche aux quelques habitants qui sont juste à côté. Et les gens, ils viennent vraiment à la minute moins 1 sur le quai avec ce genre de démarche. Alors ça, c'est super. Malheureusement, ça devient plus difficile à mettre en œuvre. Comme partout, on fait attention aux handicapés. La loi, la L1, nous impose, par exemple, sur tous ces accès secondaires, à être complètement compatibles handicapés. Ce qui fait que sur les nouveaux aménagements, si je peux le faire avec une rampe, ça va. Mais si je dois le faire avec un escalier, ça ne va pas, on ne peut plus le faire. Donc c'est un peu le mieux et l'ennemi du bien, mais au moins ce genre de qualité, dans tout ce qui existe, est conservé. Et là, comme c'est une rampe, ça serait de toute façon défendable. Et puis, pour juste aussi montrer en 25 ans l'évolution, donc maintenant la ligne de bus n'est plus en terminus, mais elle est diamétrale, elle est en passage. Donc j'ai plus cette correspondance, si vous voulez, dans les 2 sens, mais c'est pas grave. Et puis aussi, entre l'image de gauche qui met en évidence cet accès et l'image de droite, eh bien voilà, il n'y a pas un endroit aussi petit soit le village qui n'ait pas une opportunité de rajouter un peu de logement, de rajouter donc dans mon cercle rouge, c'est du logement qui a été fait à proximité de cette halte, avec y compris l'équivalent d'une supérette. Mais vous voyez, il n'y a pas eu la tentation de faire un parking de 100 places. On a préféré mettre des habitants. Deuxième exemple, cette fois c'est le Tessin, avec la commune de Bellinzone. Donc, juste de nouveau, la localité de Bellinzone, à peu près 20 000 habitants, aussi presque 20 000 voyageurs jour. Une offre ferroviaire qui a été
radicalement modifié avec la transversale alpine, enfin le tunnel de base du Gothard, et puis en plus le tunnel du Monte Ceneri entre Bellinzone et Lugano, si vous voulez, qui a permis de réduire, de diviser par 2 le temps de parcours entre ces deux localités. On est très proche de Milan, hein, on est carrément dans l'aire d'influence de Milan, et vous voyez que c'est aussi un réseau qui est complètement dans la logique topographique et organisationnelle de ce territoire. C'est pas du tout un réseau en étoile, c'est plutôt un long cordon sur lequel il y a quelques éléments qui se rajoutent. Cette gare qui a gagné le prix Flux il y a 2 ans, j'aimerais mettre en évidence 2 éléments. Sur cette comparaison entre l'image de gauche avant et l'image de droite après, on voit, entre guillemets, la disparition de la voiture. Et ça, c'est un élément, de nouveau, qui est dans l'évolution naturelle des gares en Suisse. Plus les gares montent en puissance, plus c'est des générateurs piétons ou utilisateurs du bus, ou etc., et plus la voiture est incongrue. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où le transit voiture est inadmissible aux abords de la gare. Et c'est une des gares qui a simplement fait sa mutation, si on veut bien, qui, dans l'image de gauche, avait du transit routier et petit à petit a profité de repenser son schéma de circulation pour valoriser au maximum avec une zone de rencontre, avec des quai-bus, et puis aussi avec une autre dimension très forte dans la qualité, c'est de faire en sorte que les places de gare, c'est d'abord des lieux. C'est des lieux qui s'approprient, c'est des lieux qui ont une qualité, c'est pas juste des lieux qui ont une force fonctionnelle, si on veut bien. La fonctionnalité, on doit l'avoir, mais elle se fait discrète. C'est pas la finalité en soi. Donc ça, c'est ce 2e exemple. Et puis, je vous ai pris un 3e exemple pour essayer de parler de méthode. Delémont, canton du Jura en Suisse, très petit canton, la capitale, 12 500 habitants, presque 8 000 voyageurs. Et puis, j'ai pris cet exemple parce que ça me permet d'expliquer le processus qui est mis en œuvre par les chemins de fer, donc par les CFF, qui est une démarche qu'on appelle projet d'objectif de développement. Et je vais utiliser cet exemple pour vous le commenter. Mais d'abord un mot avec cette image générale que j'avais d'ailleurs utilisée l'année passée dans la présentation de Strasbourg en essayant de vous expliquer 6 niveaux d'intermodalité des gares suisses. Où celle-ci, pour moi, c'est vraiment déjà un niveau extrêmement élevé, celle où, en fait, c'est tous les équipements, tout ce qui fait la centralité d'un site qui vient à la gare plutôt que d'aller chercher les centralités qui sont à l'extérieur. Donc on a quelque part renversé le système. Vous voyez le bâtiment jaune sur la droite qui est la gare. Derrière, au fond, ce grand bâtiment, c'est une haute école spécialisée. Donc c'est vraiment un équipement qu'on a amené à la gare. La rue a été... Initialement, elle était roulante, puis ensuite zone 30, puis ensuite zone de rencontre, avec un petit espace piéton. La gare routière qui se trouve sur le côté, elle était initialement très simple, elle est maintenant beaucoup mieux équipée. Enfin, voyez, et il y a une espèce de convivialité qui se met en place autour de tout ça. Juste quelques mots pour quantifier l'intermodalité, mais je saute, vous le lirez. Et puis aussi simplement... Voilà les éléments qui font les fonctionnalités de cette gare. Et ce que j'aimerais mettre en évidence, le trait jaune, c'est ce passage souterrain qui est traversant du faisceau. Ça a été la première intervention. Elle date du début des années 90. Avec ensuite un P+R, donc un parking relais, un parking d'échange dans la partie sud. Et puis, justement, la partie nord, ce périmètre jaune, c'est petit à petit vraiment apaisé, et cette gare routière, enfin, etc. Et vous voyez que les éléments comme de la dépose minute ou des vélostations sont venus simplement se compléter. Et bon, il y aurait beaucoup d'images à montrer. Mais j'aimerais vous parler de ce processus en 3 temps. Donc, plan d'objectif de développement, l'idée, c'est
parti d'un constat que les CFF se rendent compte que les hubs, c'est vraiment un point essentiel. C'est ce qui fait le succès de tout ça. Mais c'est toujours assez conflictuel et compliqué à mettre en œuvre. Et ils se sont dit, mais finalement, on pourrait faire 3 ateliers. Le premier atelier, seulement interne au CFF, parce que déjà, c'est une grande maison, entre ceux de l'infrastructure, ceux de l'immobilier, ceux de la location, ceux de l'exploitation. Donc déjà, simplement s'informer mutuellement, c'est déjà un travail, et ça nous permet de comprendre un petit peu sur quoi, quel est le vrai sujet. Puis ensuite, le deuxième atelier, on invite la commune, parce que c'est quand même toujours le porteur essentiel. On invite les transports publics locaux, on invite le canton, enfin on invite les acteurs qui font la réussite de tout ça. Et là, à nouveau, on échange, on génère des idées. Et un troisième atelier, donc c'est 3 fois à peu près 2 heures, un troisième atelier, un mois plus tard, où on a mûri un petit peu tout ça et on le pose sur papier, on le valide dans une logique de dire c'est comme un plan guide. C'est pas un plan directeur, c'est pas un avant-projet, c'est comme un principe d'intention. Alors juste pour l'illustrer, 3 images, mais j'irai très vite. Dans l'atelier 1, vous voyez par exemple à gauche, c'est des problématiques très infrastructurelles. À droite, c'est plutôt de prendre conscience de tout ce qui est patrimonial. Et il y a plein d'autres sujets qui sont discutés dans le premier atelier. Dans le deuxième atelier, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on sort vraiment du périmètre strict de la gare, c'est-à-dire que la commune, par exemple, dans ce qui est en surimpression claire dans le bas, la commune a l'intention de déplacer son hôpital, de faire un hôpital moderne, et elle se dit, mais finalement, au sud de la gare, ça serait vraiment bien. Et donc, voilà leur projet, et en même temps des traversées supplémentaires à un horizon plus ou moins lointain. Et donc, pour pouvoir faire cet échange, l'idée, c'est de travailler sur un fond de plan avec des outils un petit peu rustiques. C'est par exemple ces icônes qui sont sur la gauche, où à l'époque même, on les découpait sur des cartons, puis sur le plan, on les bougeait, et ça, c'était vraiment élément de discussion. Ou bien maintenant, puisqu'on fait beaucoup de choses à l'écran, il y a un d'entre nous qui est un peu le rapporteur et qui gribouille et qui essaye de réinterpréter les échanges, les discussions autour de nous et de les concrétiser sur quelques esquisses. C'est très facile parce que personne ne se sent coincé par un projet. C'est juste un trait. Donc les gens acceptent assez facilement de se libérer. Et puis au troisième atelier, on essaye de vérifier de manière très sommaire le prédimensionnement. C'est pour ça que ces rectangles ou ces codes de couleurs sont en fait simplement proportionnels au nombre de places de stationnement ou au nombre de vélos, ou etc. Pour qu'on se rende compte de la taille de tout ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans ces débats, vous voyez par exemple, tout d'un coup, on se rend compte que le P+R qui est là, il est juste à côté du parking qu'on va réalisé pour l'hôpital. Pourquoi faire 2 parkings? Donc tout d'un coup, ce genre d'opportunité de faire qu'un parking et de trouver ensuite comment l'exploiter, etc., ça c'est beaucoup plus facile quand on est autour de la table avec possibilité de gribouiller avec des feutres. Voilà. Et à la fin, eh bien, on aboutit à des schémas de ce type-là. Je vous ai mis aussi, et comme ça vous pourrez télécharger un petit peu tous les éléments, tous les jalons chronologiques qui ont été décisifs, parce que c'est vrai, c'est un processus finalement qui dure 30 ans, mais avec des moments clés et qui a été très dépendant de la qualité des porteurs de projets. Et puis s'il y a une seule chose à retenir, c'est cette image. Alors elle ne parle pas des gares, elle parle des rues, mais voyez, la partie du haut, et ça c'est Jan Gehl qui l'expliquait très bien, si vous voulez que l'espace public soit de qualité, aujourd'hui comment est-ce qu'on fait l'espace public? Il y en a un qui s'occupe du bâti, il y en a un qui s'occupe des réseaux souterrains, il y en a un troisième qui traite la circulation, etc. Donc c'est hyper cloisonné. Ça c'est comment on fait les choses. Mais comment les gens le vivent? Les gens ils le vivent de manière totale, globale. Et si on arrive à transposer cet état d'esprit dans nos pôles d'échange, dans nos lieux d'intermodalité, si on pense uniquement vécu, utilisateur, client, passant, eh bien,
je pense que c'est la seule grande loi ou la seule grande règle qu'il faut qu'on garde en tête. Et avec ça, je pense qu'on peut tout réussir, quoi. Voilà, j'ai fini avec ça. Et juste, ben voilà, les 3 sites où je vous ai montré quelques images. Et je mentionne aussi le prix Flux, donc avec le site internet, qui est aussi un endroit où vous pouvez retrouver un certain nombre de bons exemples, enfin de gares qui ont été jugées remarquables. Merci. Merci Philippe. Quand j'ai appris ce que tu allais expliquer, je me suis dit, bon, je ne touche à rien. C'est peut-être un réendossement des images que vous avez compris au début. Parce que je me suis dit, mais ça a l'air tellement rationnel et tellement simple. Pourquoi est-ce que les communautés qui s'occupent des futurs CERN ne pourraient pas faire ça? Bon, tu as beaucoup de boulot, Philippe, de conseil. Mais je voudrais rajouter une chose, c'est que Philippe n'est pas seul. J'ai été invité 2 fois à participer à des conférences du réseau d'acteurs suisses des interfaces multimodales. C'est quelque chose qui est vraiment institutionnalisé, installé par la Confédération. Quand on dit Confédération, ça veut dire le gouvernement. Et qui s'est appuyé sur une déclaration qui s'appelle la déclaration d'Emmenbrücke. Vous pouvez chercher Emmenbrücke en 2021, où les 4 niveaux confédération, canton, ville et commune se sont engagés à faciliter les interfaces multimodales. Et moi, je me disais, mais pourquoi? Ils ont déjà des très bonnes interfaces, mais je vois qu'il y a toujours du travail à faire. Voilà. Et notamment, peut-être, encore sur le sujet que je disais au début, qui est la vie au quotidien des pôles après leur livraison. Donc, je vais maintenant passer la parole à Sandrine Azémar, qui va vous parler du cas SNCF, où, finalement, Gares et Connexions n'est pas né pour rien. Merci, Yo. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Sandrine Azémar, je suis la directrice régionale des gares sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vais vous ramener de ce côté-ci de la frontière, côté français, pour vous parler de l'intermodalité, de la multimodalité, vue par le prisme du gestionnaire d'infrastructure gare, donc par le prisme de l'objet gare, que je représente aujourd'hui. Alors déjà, peut-être 2 mots sur qui nous sommes, pour que vous compreniez un peu mon propos. Donc, nous sommes gestionnaires des actifs gares qui sont des propriétés de l'État en France. Donc nous exploitons ces gares, nous assurons leur exploitation, mais aussi leur maintenance, leur régénération, leur modernisation. Mais nous ne faisons pas que cela, puisque nous assurons aussi, c'est dans notre nom d'ailleurs, la connexion avec les territoires, gares et connexions. Et d'ailleurs, la loi nous a fixé 3 missions. Et la première mission étant évidemment d'exploiter les gares et d'assurer à tous les transporteurs de façon non discriminatoire un accès aux gares françaises. Nous avons une 2e mission qui est fixée par la loi, c'est de faciliter l'intermodalité. Donc le mot connexion dans notre nom est vraiment fait sciemment. Et la 3e mission, c'est de promouvoir le développement équilibré des territoires par une répartition du coup de nos ressources. Et nous travaillons beaucoup avec les collectivités pour redynamiser la gare et en faire un lieu de vie au service des habitants du quartier de gare. Voilà, on a un programme. Ah, j'ai cliqué sur quelque chose. Nous avons un programme qui s'appelle Place de la Gare. Pendant que cela se remet, voilà. Je crois que j'ai fait ce qu'il fallait. Ouais. Pour ça se remet, j'en profite pour faire un peu de publicité. Vous pouvez retrouver les gares pour lesquelles nous avons de la surface vacante, pour lesquelles nous cherchons des partenariats avec les collectivités sur Internet. Donc ceci étant dit, je vais passer assez rapidement, mais nous avons du coup plusieurs compétences au sein de Gares et Connexions, à la fois des compétences d'exploitation, mais aussi de conception, de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre générale et même de maîtrise d'œuvre travaux sur ces gares. Nous avons même une filiale interne qui s'appelle donc AREP, qui est une filiale d'architectes et de bureaux d'études, une grande filiale française. Donc je vais zoomer maintenant sur 2 exemples. Je vais zoomer sur le Léman Express, parce qu'on est quand même sur Annemasse, donc ça me semblait intéressant. Et puis je vais zoomer aussi sur Lyon-Part-Dieu. Voilà, monsieur le vice-président, je ne savais pas que vous étiez dans la salle. Je suis sûre que ce n'est pas pour ça, du coup, j'ai choisi cet exemple. Sur le Léman Express, donc côté français, hein, toujours. Donc ça a été présenté tout à l'heure en conférence introductive. Un grand succès de fréquentation, puisqu'il était, je vous l'appelle, originellement fait pour accueillir 50 000 voyageurs jour sur la partie française d'ici 4-5 ans. Donc on est censé à peine y être maintenant. Et dans les faits, on a atteint 80 000 déjà en 2023. Donc voilà, il y a un grand succès de fréquentation.
avec, vous le voyez sur cette carte, du coup, des gares côté français qui ont été travaillées, elles n'ont pas été oubliées. Nous avons travaillé sur les 20 gares qui sont citées ici, sur différents aspects, la modernisation des gares, des quais, tout ce qui est confort d'attente, information voyageurs, vidéoprotection et intermodalité. On a une douzaine de projets lancés. Donc, a priori, on va dire, tout a été fait pour que ça se passe bien. Bon, déjà, vous avez un sujet de fréquentation, de 50 000, c'est prévu pour 50 000 à 80 000, mais vous allez voir qu'il y a aussi un sujet de temporalité. Et c'est là que je rejoins ce qui a été dit par Rio dans son propos introductif. Quand les pôles d'échange multimodaux ne sont pas cités dès le début, ne sont pas cités de façon consistante, c'est-à-dire ne sont pas cités à chaque étape du programme, et bien derrière, ce n'est pas qu'ils sont complètement oubliés, mais c'est-à-dire qu'ils arrivent après. Quand ça arrive après, ça devient des pain points. Donc, on a quand même travaillé évidemment des pôles d'échange intermodaux. Et quand je dis on, c'est pas SNCF, c'est toutes les collectivités. Il y a la région. Voilà, c'est évidemment un travail collectif. Il y a des pôles qui ont été travaillés en avance de phase. Je ne reviens pas sur Annemasse. Vous l'avez vu. Voilà, c'est un pôle qui a été évidemment travaillé pour l'ouverture du Léman Express. J'ai parlé de Thonon. Voilà, Thonon, c'est le pôle d'échange multimodal qui avait été travaillé en même temps et qui est sorti de terre, vous le voyez, entre 2019 et 2021. Donc déjà, un petit peu en retard de phase par rapport à l'ouverture du Léman Express, mais pas tant que ça, un an. Donc là, il est travaillé sous l'angle vraiment chaque mode de transport, chaque mode de déplacement à sa place, autour d'une ossature ferroviaire, d'une ossature d'automobilité qui était donc la gare. Volonté de la transformer vraiment cette gare en passerelle interquartier. Voilà, donc on a la liaison entre les deux côtés de la ville. Vous savez que souvent, dans les villes françaises en tout cas, la gare scinde la ville en deux. Voilà, cette volonté d'arrêter de faire et de faire au final du sans couture. Et puis la création, donc à la fois d'une liaison, d'une liaison vers un nouveau parking qui a été placé de l'autre côté des voies. Il y a aussi une liaison travaillée avec la gare routière, avec l'assemblage de tout ce qui est transport en commun, bus et car, à un seul endroit, et la pacification du parvis, qui est quand même assez minéral. On est revenu dessus au fil des années, mais voilà, à l'époque, on faisait beaucoup de minéral. Donc voilà, donc c'est un succès. C'est un succès. Il y a eu aussi des stationnements vélo, je ne l'ai pas dit, évidemment, puisqu'il y a les transports en commun qui ont été redimensionnés autour de l'offre ferroviaire. Voilà, des liaisons qui étaient plutôt assez organisées. Mais ce succès, il a eu du coup des effets de bord. Et j'arrive sur le deuxième slide. L'effet de bord, lequel était-ce ? Quand nous avons travaillé Thonon, et notamment la partie véhicules particuliers, je vais vraiment zoomer sur la voiture, excusez-moi, parce qu'il n'y a pas que la voiture dans la vie, mais c'est pour montrer le phénomène jusqu'où il peut aller. Nous avons travaillé donc le parking à Thonon-les-Bains. Vous avez vu, c'est un parking en ouvrage, plusieurs niveaux. Et donc, dans le modèle économique de ce parking, il a été rendu payant. Et il faut bien le financer. Rendu payant. Il a été donc fait en 2021. En le rendant payant, on a généré des phénomènes de bord. Et du coup, les gens sont allés... Et il était payant et assez cher. Parce que comme il était en ouvrage de plusieurs niveaux, il était assez cher. Du coup, les gens sont allés se garer dans les autres gares de la ligne, qui n'avaient pas encore travaillé leur espace de parking, de stationnement, et qui a généré du coup des stationnements sauvages, avec des vrais problèmes de sécurité. Et donc depuis, en fait, les collectivités, et nous travaillons avec elles évidemment, les collectivités travaillent à rattraper le temps et à structurer leur espace pour retrouver de la sérénité et de la sécurité dans leur quartier de gare. Et donc vous voyez, nous avons donc depuis 2021, plusieurs parkings ont été mis en service, mais à des années différentes. Et donc au final, maintenant, on peut se dire, bon, c'est l'architecture du coup pour la voiture est travaillée, et en fait elle n'est pas complètement travaillée. Parce que vous le voyez, je pense que j'ai mis les exploitants, voilà. Vous voyez les exploitants sur le slide, ce sont tous des exploitants différents, avec aussi des collectivités qui sont parfois différentes en fonction des gares concernées, et qui ont des politiques tarifaires différentes. Et donc du coup, comme ils ne sont pas alignés, on a quand même des phénomènes de bord. Et on a généré des déplacements en voiture, alors même quand vous voulez décarboner les transports. Voilà, donc ça c'est un petit point noir, mais dans un beau succès. Je ne veux pas terminer évidemment le succès du Léman Express, c'est un beau succès, mais c'est un petit point noir qui nous a fait beaucoup réfléchir. Et c'est vrai que quand est arrivée la démarche des services express régionaux métropolitains, nous nous sommes dit, c'est une vraie opportunité, c'est une vraie chance. Nous avons un outil
où l'ensemble des parties prenantes vont pouvoir, et devoir d'ailleurs, se mettre d'accord sur le schéma de service, l'offre de service qu'ils souhaitent faire en multimodalité, donc le sans couture, le porte-à-porte, et derrière, pouvoir le projeter à la fois sur les investissements et sur les coûts d'exploitation, donc avec un vrai gage finalement de cohérence dans les mises en œuvre, y compris calendaire. Alors, dans la démarche des services régionaux métropolitains, cela a été un peu dit tout à l'heure, la première phase, donc après la labellisation, la première phase, c'est de réaliser un schéma d'ensemble. Et finalement, ça ressemble un peu au plan dont tu parlais tout à l'heure, au plan fluide, je crois. Plan guide. Plan guide, exactement, suisse. C'est de se dire, OK, le schéma serviciel que nous souhaitons, lequel est-ce? Et sur l'objet pôle d'échange multimodal qui nous intéresse là, cette table ronde, ça nous permet de classer finalement ces pôles d'échange en fonction des niveaux de service que nous souhaitons. Et niveaux de service multimodal, pas que ferroviaire. On avait l'habitude de faire du ferroviaire, mais vraiment pas que ferroviaire. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Ce sont des segmentations que nous avons travaillées et qui sont des pièces à casser finalement que nous utilisons pour travailler sur les SERM, donc dans les différents SERM, et en fonction des particularités locales du territoire, les différents niveaux de critères et de segmentation doivent être affinés. On est vraiment sur un mode type, une segmentation type. Donc il y a ici par exemple un PEM de zone dense. Donc c'est plutôt des pôles qui sont situés en zone urbaine et dont les rabattements, il peut y avoir la voiture pour les zones les plus éloignées. Donc on n'est pas complètement dans une métropole comme Lyon ici. Il peut y avoir la voiture, mais la majorité peut se faire en déplacement collectif ou mobilité active. Et donc on voit que dans notre façon de ranger et de créer finalement ces hubs intégrés, nous avons la voiture qui déserte les parvis, avec la volonté de garder des parvis pacifiés, en sécurité et rendus finalement aux piétons, donc de l'autre côté de la gare. On a gardé quand même côté gare, donc bâtiment voyageurs, un des pause-minutes et des places handicapées, voilà. Évidemment pour garantir l'accessibilité. Et vous voyez les modes doux qui se rapprochent de plus en plus de l'endroit où nous prenons le train, puisque c'est l'objet qui est, je crois, en 2, c'est petit, en 2, qui est juste à côté du parc, de la partie stationnement temporaire. La gare routière, pareil, séparée des flux piétons, important pour la sécurité, mais à proximité immédiate des quais. Évidemment, alors, avec la logique de ce qui est le plus efficace, c'est quand même de voir là où on va. Et puis nous avons aussi, et c'est à propos que je vous le montre, pour montrer aussi qu'il y a différents types de PEM et que c'est juste normal en fonction de la fréquentation et en fonction de l'usage de ces pôles d'échange multimodaux. Là, c'est plutôt un pôle d'échange multimodal de bassin de vie, donc plutôt aux franges des zones urbaines, et qui laisse une place plus importante à la voiture, parce qu'il y a encore des zones qui, de toute façon, seront toujours moins bien desservies que d'autres par les transports en commun. Donc, il ne faut pas le nier dans certaines petites gares, et c'est encore important. Mais vous voyez, où, pareil, on a géré la partie sécurité en mettant cette voiture, évidemment, moins facile d'accès qu'en vélo ou à pied, et les bus toujours séparés mais très proches des quais pour des questions de sécurité. Donc voilà, ça fait partie des choses que nous travaillons du coup dans le cadre des services régionaux métropolitains. Et j'ai souhaité vous montrer aussi la transformation de Lyon-Part-Dieu pour un autre propos. Et là, on est sur le propos mode actif. Je sais que c'est cher à votre cœur. Je n'ai pas fait exprès. C'est un vrai succès, donc j'en parle. Alors, Lyon-Part-Dieu, quel est ce projet ? Alors, c'est un projet de restructuration de la gare, mais vraiment pas que, puisque quand on dézoome un tout petit peu de la gare, on voit un réaménagement complet du quartier, donc porté par la métropole et la société publique locale que vous avez créée avec la mairie, et qui, derrière, forcément, va amener une vie nouvelle au quartier. Donc, sur la gare elle-même, on est sur un doublement de surface globale de la gare et un triplement des surfaces de circulation pour les voyageurs. Alors, on peut se dire, waouh, c'est beaucoup. Il faut se dire que cette gare avait été créée pour environ 35 000 personnes jour, voyageurs jour, et on est à plus de 150 000. Voilà, donc on a un petit sujet quand même de gestion de flux. Et donc, c'était juste indispensable de redonner de l'espace pour permettre à tous ces voyageurs de circuler en sécurité et notamment en situation perturbée.
Donc on a créé une nouvelle voie à quai. Voilà. On a vraiment beaucoup travaillé cette gare. Et nous avons aussi créé des services, notamment une zone commerciale dans cette gare, en cohérence avec le projet global qui vise à faire finalement de la gare non seulement un point important pour les mobilités, mais aussi un lieu de destination, un lieu de vie, et un lieu complètement ouvert sur la ville. Au niveau des pôles d'échange multimodal, il y a eu toute une restructuration des réseaux de transport urbain. Et il y a aussi eu, et c'est là mon propos, la création de nombreux stationnements de vélos sécurisés. Donc nous avons une première vélostation qui a été livrée, donc c'est la métropole qui l'a créée au sein de la gare, dans la gare, de 214 places il y a déjà 2 ans. Et là, il y a une nouvelle qui va bientôt être livrée. Quand ça ? Bientôt, en mars. En avril ? En avril 2025, donc très bientôt, 2400 places de l'autre côté de la gare. Je vous montre quand même quelques photos de l'ensemble. Donc vous avez en haut à gauche la gare historique. Donc c'était une gare déjà traversante, mais qui était un couloir, finalement, avec un accès au quai. Et la gare finale est en bas à gauche. Donc vous voyez une gare quadrilatère qui est finalement beaucoup plus ouverte sur les quartiers, et notamment au sud du coup de la ville, puisque nous avons recréé des accès des 2 côtés de la gare, côté sud, avec des services qui sont situés du coup sur les couloirs longitudinaux. Et donc une place, je pense que ça se voit déjà ici, qui est complètement transformée par rapport à ce qu'elle était auparavant. La photo en haut à droite, c'est la nouvelle galerie de service. Donc on voit une gare qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus lumineuse. La deuxième photo, et elle n'est pas à jour parce qu'il y a des cars, il y a des bus, je sais, je l'ai dit avant que vous le dites. C'est de l'autre côté de la gare, côté Villette. Donc cette deuxième entrée qui est complètement ouverte également sur la ville. Le choix a été fait, donc là où vous voyez des bus, c'est maintenant puisque c'est ouvert, ce sont des vélos. Le choix a été fait de redonner de la place aux vélos, et ça va faire partie de mon propos juste après. Et donc le sujet sur le vélo, je voulais vous en parler pour la partie vélo. Parce que nous avons, dans pas mal de gares, dans beaucoup de gares, nous avons installé des consignes sécurisées, des emplacements sécurisés de vélos. C'est la loi LOM qui l'a mené, et c'est une très bonne chose. Mais toutes les consignes à vélo n'ont pas connu le succès que connaît le moindre arceau à vélo que nous posons autour de la part d'eux, soyons clairs. Dès qu'on pose quelque chose, il est pris d'assaut. Et une des conditions de réussite, nous le voyons bien avec les collectivités avec lesquelles nous travaillons, une des conditions de réussite, c'est de travailler le schéma en grand. Parce que quand finalement nous posons des emplacements vélos, alors que rien n'est travaillé autour, les pistes cyclables, la réduction des modes autres que cyclables, dans la sécurité finalement des vélos de roue, des cycles, évidemment les consignes à vélo n'ont pas le succès escompté. Et je pense qu'une des réussites de ce projet, alors c'est le facteur de réussite de ce projet, c'est d'avoir travaillé le schéma cyclable en grand. Et nous le voyons, la consigne collective de la métropole, celle qui a été livrée il y a 2 ans, je pense qu'en 3 semaines, vous avez dû mettre vendre, ils ne sont pas vendus parce que c'est gratuit, mais attribuer tous les passes, c'était assez impressionnant, et je suis sûre que la prochaine consigne, ça sera pareil. La prochaine vélostation, ça sera pareil. Et donc sur les pôles d'interconnexion, je vous ai mis le dernier schéma que nous avons travaillé. Et finalement, la gare de la Part-Dieu, même si elle n'est pas exactement comme ça, elle répond au même principe. Vous ne voyez plus la voiture. Elle n'y est plus. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir de parking. Mais le parking est exclu, du coup, de la zone de gare. Et derrière, peut être souterrain, peut être plus éloigné. Mais il est exclu. Nous avons complètement rendu l'espace, du coup, à la fois au transport collectif, aux piétons, et aux modes actifs. Je pense que c'est le dernier slide. C'est le dernier slide de mon propos introductif. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Il y a une remarque que je voudrais faire en interprétant le projet de Part-Dieu. On en avait parlé. C'est que si l'échange et le mot important dans cette expression un peu moche qui s'appelle pôle d'échange, parce que je connais des urbanistes qui disent « Arrête de me parler de pôle d'échange, c'est une gare ». Je dis « Non, ça m'embête que tu me parles de gare, parce que ça réduit la compréhension
à un objet qui n'est pas quelque chose qui est élargi. La grande gare peut-être, mais le pôle d'échange est un mot pas extraordinaire pour montrer qu'il y a de l'échange. Eh bien, regardez Rennes, regardez Nantes, regardez Montpellier-Saint-Roch, comme Utrecht Central, Cologne, Bâle. Ce sont des gares où le cœur de la ville, le cœur de la gare, ce n'est plus le bâtiment de façade, c'est l'espace d'échange. C'est un changement de paradigme pour être savant. C'est un changement de topologie. C'est extrêmement intéressant que les réseaux ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures provoquent ce changement. Mais ce changement-là, à mon avis, il est logique de le faire également, avec d'autres moyens, en pluriacteurs, entre le ferroviaire et les acteurs, pour créer de la porosité, comme tu l'as montré, Philippe, et comme Emmanuel ne l'a pas vraiment montré, mais à Lancy-Bachet, c'est très poreux entre le bus et le train. Donc cette façon de passer de l'un à l'autre est vraiment très importante. Voilà, on a été plus long que prévu, nous 4. Il est 19h passé, mais je pense qu'on peut donner la place, le micro à 1 ou 2 questions dans la salle, si vous voulez. Oui, si le micro peut aller. Quand je vois Annecy, Aix-les-Bains, il y a eu des... Oui. Quand je vois Annecy, Aix-les-Bains, il y a eu des très très belles rénovations de gares, hein, de l'extérieur, de la face avant, et c'est ce qui est en train de se passer à Pardieu. J'espère qu'à Pardieu... Et aujourd'hui, si je suis à Annecy, Aix-les-Bains, quand je suis sur le quai, c'est resté dans son jus. C'est absolument déprimant. Et c'est vraiment dommage parce que vous avez complètement réorganisé les villes et pas le quai. Et franchement, Lyon-Pardieu, aujourd'hui, quand vous êtes sur les quais de Lyon-Pardieu, c'est affreux. Enfin, vous nous direz ce que vous faites. La régénération. Alors, il est vrai que quand nous venons travailler dans une gare, nous essayons de faire un projet de gare complet. On le voit par exemple sur Chambéry. Chambéry a été travaillé, c'était en 2023. Alors la gare elle-même a été livrée en 2019, mais les quais, on les a travaillés en 2023. Et du coup, nous avons travaillé l'intégralité de l'objet, enfin des objets qu'il y avait sur le quai. À la fois, on les a mis en accessibilité, on a traité les passages souterrains, les marquises. Mais parfois, nous ne pouvons pas le faire. Lyon-Pardieu, par exemple. Lyon-Pardieu, c'est bien prévu de rénover les marquises puis les quais, parce que si on rénove d'abord les quais puis après les marquises, ça ne va pas le faire. On va devoir réintervenir sur les quais. Par contre, ça nécessite des interdictions de circulation. Donc nous sommes en train de le travailler avec SNCF Réseau et avec les transporteurs, et c'est compliqué. C'est compliqué d'arrêter les circulations sur Pardieu. On le fait que de nuit, mais même la nuit, il y a des circulations à Pardieu. Donc voilà, donc on est en train de le planifier, mais ça prend beaucoup de temps. Après, sur Annecy, on a quand même rénové deux marquises sur 3. Mais c'est la même logique, en fait. Ça suit son cours. Après, c'est plus facile, en termes ferroviaires, de venir travailler un bâtiment que de venir travailler des voies à cause des interceptions. On sait beaucoup plus facilement maintenir l'exploitation dans une gare en travaillant le bâti. On sait faire des cheminements parallèles, des entrées provisoires, que de travailler directement sur les quais. Si je commente ça avec un peu de recul, non SNCF, le fait que Gares et Connexions s'occupe de l'objet gare ou de l'objet pôle, c'est intéressant parce que maintenant, c'est la fonction transport qui est en pression sur la gare. Avant, quand tout était fondu, on avançait comme on pouvait. Mais là, le fait de dégager l'objectif, de créer un lieu qui soit bien, il subit l'obligation de maintenir l'exploitation. Et c'est normal, hein. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Ah, là-bas. Oui, bonjour, Jérôme Charrier du CRMA. C'était une question pour Gares et Connexions, à nouveau, désolé. Mais je me demandais si Gares et Connexions avait une stratégie pour développer des services d'autopartage dans les gares, et notamment dans les P+R, en passant des partenariats peut-être avec ces opérateurs de services. Réponse rapide. Alors nous passons effectivement beaucoup de partenariats.
exploiter en propre des services de mobilité, nous ne le faisons pas. On le fait à travers des filiales. Mais nous sommes ouverts à tout partenariat. On le fait déjà à travers notre filiale EFIA, voilà, avec des partenariats sur des installations de bornes de recharge électrique. Et on travaille sur le covoiturage beaucoup avec les départements, voilà, en fonction des missions des uns et des autres. Mais ce n'est pas exclu. Il me reste à remercier Sandrine, Philippe et Emmanuel pour les présentations qui ont été faites. Je vais me permettre un petit mot de conclusion qui est très bref. Si la France a réussi une trentaine de réseaux de tramway extraordinaires qui sont regardés avec des yeux de chimène par d'autres pays, y compris les Suisses, pourquoi est-ce que la France ne réussirait pas 24 CERM? Par contagion horizontale, donc il faut que les premiers démarrent et réussissent leur coup. Et ensuite, je vous assure, la jalousie positive est une super source d'énergie. Voilà. Bonsoir et à bientôt.